et l'hépatite A acquise. Donc, notre premier conférencier est Dr. Hayward. Elle est professeure à l'Université McMaster. Elle est chef du service de coagulation du programme régional de médecine de laboratoire de Hamilton et directrice des programmes de bourse de recherche en coagulation et hémostase de l'Université McMaster. Elle a été présidente de l'International Society of Laboratory Hematology, et ancienne présidente de TESNA et de la North American Specialized Coagulation Laboratory Association, NASCOLA. Elle a publié de nombreux articles sur les tests diagnostiques et les troubles de la coagulation, y compris sur les approches permettant de diagnostiquer des problèmes rares et difficiles. Elle est médecin-chercheur et elle a reçu plusieurs médailles d'or des chaires de recherche du Canada et des bourses de chercheurs de carrière de la Fondation des maladies du cœur, ainsi que les prix Baron Howen et Biggs McFarland Lecture. Elle est passionnée par le site qui promeut l'excellence dans la pratique et l'éducation. Donc, on souhaite la bienvenue à Dr. Hayward. C'est impressionnant, là. Alors, c'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. Et ça, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Donc, je suis vraiment ravie de partager avec vous des idées et des expériences sur la manière dont on va approcher un diagnostic pour une maladie de la coagulation qui est ultra rare. Je n'ai rien de particulièrement important à divulguer. Alors, vous allez voir que nous avons quelques références. Alors, récemment, nous avons publié un document sur les déficiences en facteur 14, mais depuis que nous l'avons publié, dans une période de 6 semaines, nous avons diagnostiqué plus de déficiences acquises que dans n'importe quelle autre année. Alors, je pense que ce serait intéressant pour vous de lire ça. Alors, quels sont les défis, les troubles rares de la coagulation? Parce que c'est quelque chose d'important. Alors, beaucoup des patients qu'on voit qui ont un problème de coagulation, c'est un problème qui, en fait, peut être diagnostiqué comme étant un problème de cause inconnue. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une cause inconnue et non pas quelque chose de rare pour lequel on n'a pas testé? Alors, les troubles rares, bien, ces patients sont souvent à haut risque d'avoir un mauvais diagnostic ou un diagnostic retardé. Ils vont peut-être avoir besoin de traitements spéciaux ou personnalisés. Et s'ils ne sont pas diagnostiqués, ça peut avoir d'énormes répercussions sur leurs décisions de vie, comme avoir des enfants, le genre de travail, de loisirs qu'ils peuvent avoir et aussi leurs objectifs. Alors, les tests pour les troubles rares sont souvent pas disponibles au niveau local. Et il faut avoir des stratégies pour savoir à quel moment on va tester pour différentes choses. Alors, il y a des guides qui peuvent aider et j'espère certainement que ça va vous aider. Mais nous avons également nous avons aussi des lacunes pour le diagnostic et c'est très difficile de convaincre les entreprises commerciales de développer un outil de diagnostic pour quelque chose qui est rare. Parce que ça n'est pas vraiment économiquement une récompense. Donc, nous avons besoin de faire beaucoup de revendications. Alors, j'ai eu le plaisir de participer à un groupe de travail sur les troubles hémorragiques héréditaires ultra rares et nous avons pu partager des idées, des expériences sur la manière dont on peut améliorer les diagnostics, les traitements, on peut comprendre la biologie, essayer de découvrir de nouveaux tests et aussi surmonter certains obstacles réglementaires. Là où ça va aller, je ne sais pas. Je veux que ça soit réel, ce qu'on présente ici, et je sais qu'il y a des gens dans la salle qui sont des médecins, des patients, il y a des gens qui sont des personnes de soutien pour des personnes ayant des troubles de la coagulation. Alors, on va peut-être rendre la chose un peu plus réelle pour discuter de patients qui ont ces troubles ultra rares. Alors, tout d'abord, un homme qui était à peu près au milieu de sa vie, qui n'avait pas des antécédents familiaux négatifs, mais qui a des intentions hémorragiques personnelles très positifs. Alors, il avait souvent, ce sont des problèmes. Alors, 4-5 jours après extraction dentaire, il commençait à saigner, alors que ce soit après l'extraction dentaire, amygdalectomie, une insertion d'un drain thoracique, etc. D'autres saignements spontanés graves, beaucoup d'admissions à l'hôpital, des transfusions. Alors, certains de ces saignements spontanés, c'était dans ses reins. Il a perdu sa rate à cause de ça. Il a eu le saignement rétro-péritoine. Et certains qui ont même nécessité des soins en USI. Donc, 4 ou 5 fois, on l'a envoyé pour évaluation, pour un diagnostic, mais il n'a jamais été diagnostiqué. Donc, en 1996,
Alors, il a reçu un traitement empirique à l'acide tranexamique et au bout de 24 heures, qui a mis les pieds dans notre centre, eh bien, on l'a diagnostiqué avec un déficit en alpha-2 antiplasmine. Ces enfants sont porteurs et il était tellement excité d'avoir un diagnostic et aussi un traitement qui fonctionnait. Donc, il a acheté un bateau et il l'a appelé « Ma deuxième vie ». Alors, parlons d'une autre personne réelle. Alors, parce que vous nous dites peut-être, bon, le premier cas, c'était quelqu'un qui n'était pas inhabituel. Alors, une femme de 22 ans qui arrive le même jour que son oncle, qui a été référé dans la clinique avec des saignements. Alors, elle a des saignements menstruels abondants, aucun défi particulier, pas d'intervention chirurgicale, mais elle avait des antécédents qui étaient quand même assez positifs dans sa famille. Alors, voici une photo que son oncle a partagée avec moi de ses jambes. Il a eu des problèmes de saignement toute sa vie, donc à l'âge de 45, il reçoit finalement un diagnostic. Il avait une numération plaquettaire chroniquement basse, donc on a présumé qu'il avait des troubles plaquettaires. On lui a donné les traitements habituels pour ce genre de choses, donc le DDA-VAP ou les plaquettes. Alors, c'était toujours la même chose, de nombreuses hémorragies avec un délai. Alors, ça commençait le premier jour, mais en général, les gros problèmes, c'était le deuxième jour, le troisième jour, et ça durait pendant des mois. Donc, alors, vous pouvez voir ce qui se passe avec ses legs après une fracture. Il a développé un comportement de syndrome des loges et il a perdu la majorité des muscles dans sa partie inférieure des jambes et donc ça a affecté ses muscles. Et alors, on l'a dit, il a dit, pour une extraction dentaire, j'avais reçu du Amacar et je n'avais pas eu de saignement. Donc, il a accepté de se faire subir pour un test de dépistage du syndrome plaquettaire et le résultat était positif et la nièce aussi. Donc, nous avons identifié un autre membre de la famille. Ce sont des personnes anglophones. Nous ne savons pas quel est le reste, quelle est leur connexion au groupe des personnes qui subissent des troubles plaquettaires du Québec. Mais il était tellement content de voir qu'il pouvait répondre à la prévention, mais ça l'a aussi choqué de se rendre compte que pendant 45 ans, il n'a pas eu de bon traitement. Alors, parlons maintenant de certains troubles de la coagulation qui sont difficiles à diagnostiquer pour les laboratoires. Alors, par exemple, les défauts rares provoquant des déficits multiples en facteurs de coagulation, des défauts rares qui affectent les voies anticoagulantes ou fibrinolytiques et des défauts rares qui affectent un aspect de la fonction plaquettaire que peu de laboratoires évaluent, comme par exemple le syndrome de Scott. Alors, comment est-ce qu'on va approcher ces problèmes? Avec les cas que je vous ai présentés, ce qu'on se rend compte, c'est que la première chose, c'est qu'il faut écouter le patient pour qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe avec ce problème. Alors ça, c'est ma stratégie personnelle quand nous avons des anomalies au test de coagulation et qu'on essaie de voir, OK, est-ce que c'est un trouble rare? Alors, si les facteurs sont anormaux, ça nous envoie sur des chemins qui nous disent que des fois, on va avoir une maladie rare, mais des fois, on a des tests qui sont tous normaux et on se dit, OK, est-ce que c'est un problème de facteur 13, un problème fibrinolytique? Et nous avons aussi certains problèmes avec des thrombomodulants. Et il y a aussi des conditions qui prolongent les tests de coagulants et on n'a pas de réponse facile et donc on va parler de ça aussi. Excusez-moi, j'ai un petit peu de problème avec leur télécommande. Alors, les troubles rares autosomiques récessifs qui affectent plusieurs facteurs de coagulation. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur quoi on s'appuie pour justement diagnostiquer ces déficiences? Alors, il y a eu des rapports de déficit combiné en facteurs 5 et 8. Alors, des déficits familiaux en facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K. Et aussi, notre collègue pédiatricien a vu des patients qui ont des caractéristiques phénotypiques non sanguines qui suggèrent un trouble congénital de la glycosylation.
Alors, les déficits combinés en facteur B, eh bien, ça n'est pas aussi facile que ça. On ne peut pas simplement nous envoyer un tube pour faire un test de déficit combiné en facteur 5 et 8. Donc, si ma première réaction, c'est d'emmener l'échantillon au laboratoire pour vérifier que ça n'y a pas un déficit en potassium et c'est pas une erreur analytique. Mais voici donc le genre de problème qui peut causer des troubles hémorragiques légers à modifier. Donc là, nous avons également le déficit familial en facteur de coagulation dépendant à la vitamine K. C'est effectivement très rare. Alors, bien sûr, il y a des enzymes qui sont impliquées dans le déficit en vitamine C. Donc, c'est soit GCCX qui est responsable de la modification translationnelle dans les protéines dépendantes à la vitamine K et aussi donc l'enzyme vitamine K époxydique réductase qui génère la vitamine K réduite. Donc, généralement, c'est un enfant qui présente avec une déficience en vitamine K, mais la vitamine K qui continue à être déficiente en dépit du traitement. Alors, ça se présente souvent comme des saignements, mais il y a souvent des élévations persistantes du temps de Quick et du temps de céphaline. Donc, typiquement, on va mesurer les facteurs, mais on pourrait aussi demander au laboratoire d'évaluer les niveaux de protéines C, S et Z. Et nous avons besoin de soupçonner que ces troubles existent si le patient ne répond pas à des traitements. Alors, les troubles congénitaux de la glycosylation, c'est pas quelque chose que moi je rencontre en tant qu'hématologue. En général, il y a un taux de mortalité élevé. Typiquement, ils ont des problèmes combinés. Il peut y avoir un problème de taux de coagulation, des protéines anticoagulantes, toutes sortes de plaquettes et autres qui peuvent être affectées par le trouble. Donc, vous avez besoin de travailler avec les services cliniques pour déterminer quelles sont les mesures appropriées. Alors, les coagulopathies héréditaires à la thrombomoduline, ce sont aussi des diagnostics difficiles. Alors, vous vous dites, OK, comment est-ce que je vais même soupçonner ça? Qu'est-ce que je dois tester? Alors, ça, ce sont des troubles qui affectent la capacité de la thrombomoduline à anticoaguler le sang dans les protéines activées. Ça a également un rôle pour activer certains des inhibiteurs. Et dans ces patients-là, qui ont une forme autosomale dominante, se présentent en général avec un problème d'hémorragie qui ne présente pas de résultats positifs. Cependant, ça crée aussi une consommation de thrombocérine qui va être accrue. Donc, c'est peut-être un test facile à faire. Et aussi quelques mutations qui ont été décrites qui peuvent augmenter la concentration de thrombomoduline dans le plasma pour causer ce problème. Alors, cette thrombomoduline dans le plasma, eh bien, ça agit comme un anticoagulant. Alors, en général, ces troubles rares sont récessifs et nous pensons qu'ils causent des déficiences parce qu'ils ont des niveaux de thrombomoduline qui sont non détectables et donc on a des problèmes avec, en général, des situations dans lesquelles la déficience va empirer. Donc, si vous avez un patient qui continuent à avoir des TP et des TCA qui sont significativement allongés, mais les taux de facteurs sont normaux. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut être? Alors, il y a plusieurs troubles de la coagulation qui ont été décrits, qui sont autosomales dominants et qui sont causés par des mutations dans le facteur de coagulation 5, qui va donc affecter la fonction de coagulation. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que le facteur 5 accélère la thrombine. C'est un cofacteur de la prothrombinase, mais c'est aussi un porteur d'un inhibiteur dans le plasma. Et donc, ça a des fonctions anticoagulantes avec la protéine C4 activée. Et aussi l'inhibiteur de la voie de facteur tissulaire. Donc ça vous montre à l'extrême, alors dans A, le facteur de coagulation 5 dans sa forme pleine. Alors vous voyez cet espace de boucle qui va se lier à une région acidique et qui donc empêche l'inhibiteur de se lier au facteur 5. Mais vous voyez de l'autre côté, dans l'image E, alors c'est ce qu'on appelle un facteur 5 court. Alors, carrément, il manque la boucle, y compris les régions de base qui sont semblables
aux inhibiteurs de facteur 5. Donc, si votre corps fabrique trop de ces protéines, eh bien, cela va prolonger votre PT et votre PTT, mais tout le reste que les laboratoires de coagulation mesurent, eh bien, en général, ça va être normal. Donc, il y a 3 mutations qui ont été décrites pour causer ça. Ce sont toutes des mutations dans la partie du facteur 5. Alors, 2 de ces mutations augmentent l'efficacité de la production de la forme normale des facteurs 5 short et aussi le facteur 5 Amsterdam. C'est vraiment une transcription tout à fait anormale. Le pire des saignements qui peuvent inclure des muscles, etc., c'est celui qu'on appelle le facteur 5 Atlanta. Alors, quand soupçonner un trouble du facteur 5 court, donc, lorsque vous avez une hémorragie cutanée ou muqueuse et hémorragie liée à la provocation, typiquement, vous allez avoir une prolongation de 5 à 13 secondes du TP prolongé et donc un facteur de 15 à 22 du TCA sans déficit en facteur. Vous pouvez avoir une correction totale ou partielle dans les études du mélange 1 à 1. Et parce que c'est difficile, justement, d'obtenir des tests pour mesurer les facteurs 5 short, il faut utiliser, il a fallu donc se rapporter aux tests moléculaires. Donc, je vais maintenant passer aux troubles héréditaires de la coagulation affectant la fibrinolyse. Alors, il y a 3 conditions essentielles que nous connaissons qui peuvent justement déranger donc la fibrinolyse. Alors, 2 sont dues à des mutations qui causent une perte de fonctionnement dans des inhibiteurs importants de la fibrinolyse. Alors, par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la SERPIN1. Alors, vous avez une activation augmentée des plasminogènes qui mène à une consommation secondaire de l'antiplasmine dans le type de phénotype ou alors une déficience de alpha-aminosine comme celle que j'ai mentionnée. L'autre possibilité, c'est le trouble des plaquettes du Québec et j'expliquerai ça dans quelques diapositives. Alors, c'est une déficience de fonction qui délivre trop d'activateurs de plasminogènes. Alors, quand c'est qu'on pense à tester ce genre de choses, dès que vous pensez à dès que vous pensez en fait à faire une déficience, à dépister une déficience héréditaire à facteur 13, vous devriez penser à la fibrinolyse. Alors, ce sont le genre de problèmes qui peuvent causer des saignements dans une grossesse, par exemple, et ça peut en fait affecter la grossesse. Alors, en ce qui concerne le problème du Québec, ça, c'est hérité. Alors, comment est-ce qu'on fait? Vous devez mesurer quelque chose, même s'il n'y a pas d'alpha-2 antiplasmine. Alors, parce que la alpha-2 macroglobuline peut contribuer. Alors, nous voyons aussi qu'il y a d'autres déficiences. Moi, j'aime faire un test pour la PAI1. Alors, la déficience en PAI1, c'est probablement le plus facile. C'est ce qu'on appelle le temps de lyse de l'euglobuline, qui devrait être anormalement cure. Alors, pourquoi? Parce que l'antigène et l'activité, eh bien, ça peut être utilisé pour certains diagnostics, mais c'est rarement offert par les laboratoires diagnostiques. Et si vous avez des tests moléculaires, c'est aussi important. Alors, malheureusement, pour le syndrome plaquettaire du Québec, il n'y a pas vraiment de bons tests de dépistage. Vous pouvez avoir un patient avec un taux de plaquettes assez faible. Il peut y avoir une absence d'agrégation secondaire de l'épinéphrine. Ça peut être pathonomique, mais non spécifique. Et ça peut se corriger avec un traitement prolongé de l'acide tranexamique. Donc, ces individus ont une mutation de duplication et qui crée une fracture assez unique. Et alors, donc, c'est du test génétique qu'il va faire. C'est en général non spécifique. Alors, ça cause des saignements pour des raisons curieuses. Alors, il y a une duplication chromosomique sur le chromosome 10 qui donne une deuxième copie de l'activateur.
Mais ça va aussi mettre un déclencheur et un facteur d'amélioration sur le gène en aval qui va coder pour la vancoline. Et donc, brutalement, ça va vous donner un montant qui va être centuplé, ce qui veut dire que lorsque vous arrêtez de signer, alors, un message final. Les personnes atteintes de troubles très rares ont une histoire importante à partager et il nous faut écouter et apprendre. Nous avons besoin de stratégies pour savoir quand et comment tester les maladies rares. Si vous ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Certains patients n'ont pas de cause connue ou de traitement efficace. Et on a besoin que ces patients nous inspirent dans la recherche et nous inspirent à trouver des solutions. Et nous avons besoin de plaider ensemble pour mieux comprendre, pour créer de nouveaux tests et de nouveaux traitements. Merci. Je crois qu'on peut ouvrir le micro pour certaines questions. Y a-t-il des questions? Merci pour votre présentation, Dr. Hayward, c'était formidable. J'ai une question. Alors, en ce qui concerne les troubles de la fibrinolyse, est-ce qu'il y a des rôles pour le rotum dans la détection pour détecter ces problèmes? Peut-être que ça nous donnerait des indices de cette manière-là. Alors, on n'est pas validé pour aider à détecter les défauts fibrinolytiques. Malheureusement, ce test ne détecte pas ça dans le syndrome plaquettaire du Québec. Donc, ce que l'on cherche vraiment, c'est essayer de commander des tests de globuline, une détection des niveaux de alpha-antiplasmine, parce que c'est une bonne première manière, justement, de détecter ces problèmes. Mais pour le désordre plaquettaire du Québec, il faut aller directement au test génétique. Est-ce qu'on parle aussi de la dégradation des produits de la globuline? Si vous avez quelqu'un qui a eu un saignement et que ça devient un énorme hématose, donc vous allez avoir des niveaux de D qui vont être très élevés. On ne va pas faire de test dans le syndrome plaquettaire du Québec, c'est normal en fait. Le problème fibrinolytique est vraiment localisé. Vous pouvez obtenir certains niveaux normaux lorsqu'il s'agit d'un trouble récessif et qu'il y a une coagulopathie concomitante. Je ne sais pas s'il y avait une diapositive dans ma présentation avec 2 patients que j'ai vus récemment qui avaient des hématomes musculaires énormes et on avait vraiment épuisé tous les tests. Et récemment, ils ont fait un test de consommation des sérums prothrombes et c'était des tests qui ont donné des résultats très anormaux. Et donc, je crois que nous avons là des cas de problèmes dominants dans notre centre. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, autre que moi, qui a déjà commandé un test de sérum prothrombé. C'est simplement un test que mon laboratoire peut faire, mais si ça vous intéresse, eh bien, contactez-moi et on pourra partager avec vous ce que l'on fait. On fait essentiellement du sérum, on incube du sang complet avec un facteur 2 à la fin du test. Merci, je crois qu'il y a une question. Max de Calgary, inaudible. Je crois que c'est très compliqué lorsqu'on parle de ces troubles très rares. Vous avez parlé de tests moléculaires. Bon, malheureusement, ce sont des tests qui sont de grande taille. Donc, on essaie de les éviter. Est-ce qu'il y a peut-être des tests qui sont un peu plus ciblés qu'on pourrait commander? Est-ce qu'il faut simplement travailler avec un laboratoire commercial pour essayer de trouver des tests pour des troubles de saignement qui sont ultra rares? On n'a peut-être pas besoin de faire des tests qui sont particulièrement difficiles sur les enfants de 5 ans. Ce que j'essaie de faire en général, c'est d'envoyer le patient au service génétique, de leur dire ce qu'on soupçonne
Et des fois, on va faire des enquêtes ciblées. Si ces tests reviennent négatifs, je me dis, OK, peut-être que j'aurais dû aller un peu plus loin. Nous avons probablement un problème que certaines personnes ont des mutations qui ne sont pas décrites ou qui n'ont pas encore été identifiées comme étant pathogéniques. Mais donc, on ne reçoit pas toute l'information qu'on devrait recevoir suite à ces tests. Dans nos services génétiques, on peut demander au gouvernement de l'Ontario de financer le test. S'il y a une chance de 5% ou plus de trouver une mutation, alors pour beaucoup de nos patients qui ont des troubles très rares, ben ça c'est une option. Mais ça prend des mois de pouvoir obtenir ça généralement. D'accord, merci. Merci beaucoup.